On va donc démarrer cette première commémoration, puisque c'est la première fois que cet événement a lieu à Grabel, à l'occasion de la rénovation d'une plaque commémorative d'un événement dont on va parler à plusieurs voix ce soir. Je tiens d'abord ici à vous présenter ceux qui le font avec moi. Premièrement, Monsieur Richard, Jean-Claude Richard, qui est directeur de recherche au CNRS, historien, et qui a beaucoup agi pour que cet événement puisse avoir lieu, et je le remercie beaucoup de sa présence. Monsieur Marty, Claude Marty, que vous connaissez bien, qui va parler au nom des anciens combattants, et Monsieur Michel Bousquet, que vous ne reconnaissez pas parce qu'il cache sa moustache. Et qui va parler au nom de Lou Dragas, qui à cette occasion a réalisé une brochure spécifique sur cet événement que je vous invite à consulter et même éventuellement à acheter, parce qu'ils vendent leur brochure. Voilà, donc merci à tous d'être là. Je vois que vous êtes venus nombreux. On cherche à respecter au maximum les distances, si vous voulez. Si vous voyez qu'il y a trop de densité entre vous, n'hésitez pas à ouvrir la porte du fond, à l'ouvrir, à la coincer avec les services pour que vous puissiez le faire normalement. Donc nous allons vous parler de ces événements et on va commencer de cet événement qui s'est produit le 24 août 1944 et on va commencer par Monsieur Bousquet et Lou Dragas qui va prendre la parole et il a déjà son micro en main. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Après avoir fusillé les 4 FFI, la colonne de Rodez, en redescendant vers Grabel, abat André Bello de Montarnon sur la route de Bel-Air. Dès que la colonne est signalée, les Grabellois se mettent à l'abri dans la nature, les vignes, la garrigue, bords de rivière, les masses périphériques. La colonne entre dans le village vers 11 h et en repartira à la fin de la nuit. Les Allemands pillent l'épicerie Paulet, prétextant la présence d'un drapeau français devant la maison. Ils prennent aussi des vélos, des chevaux et des charrettes. Un soldat s'empare d'un vélo appuyé contre le mur de la maison d'Émile Berthaumieux dans la rue droite. Émile Berthaumieux haïssait les Allemands, car son fils avait été retenu pour le STO. Émile tire sur le soldat et le blesse. Le soldat blessé remonte vers la route pour se faire soigner. 3 soldats allemands redescendent la rue droite et partent à la recherche d'Émile Berthaumieux. Celui-ci, les voyant, s'enfuit en bas de la rue droite vers la place de la Fontaine où il sera abattu près d'un platane. Paul Couder a écrit « Quels que soient les mobiles d'Émile Berthaumieux, il a le droit à notre respect. Il était des nôtres. Son nom doit rester dans nos mémoires d'anciens et dans la mémoire de ceux qui ne l'ont pas connu pour nous rappeler des temps difficiles, des temps de malheur, pour nous rappeler aussi à tous, plus âgés et plus jeunes, qu'il faut tout faire pour qu'il ne puisse jamais y avoir à Grabel d'autres cas Émile Berthaumieux. » Merci de m'avoir écouté. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur Émile Berthaumieux, ce qui s'est passé, nous avons sorti une plaquette avec les témoignages des Grabellois de ce jour-là, de cet événement-là. Vous venez me voir tout à l'heure. Merci. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs,
Fidèles au devoir de mémoire, les anciens combattants de Gravel vous remercient d'avoir sorti cette plaque de l'oubli. Elle nous rappelle le moment tragique de l'histoire de notre village, ainsi que le comportement abject de l'armée nazie qui semait la mort en se retirant. En ce moment, en cet instant que vous avez souhaité solennel et auquel nous nous sommes associés, rappelons-nous qu'il y a 76 ans, des hommes, dont un Gravellois, sont morts sur le sol de notre commune. Nous souhaitons que cette plaque soit installée définitivement sur le quartier de Bel-Air dès que les travaux routiers qui sont prévus seront exécutés. Merci encore pour cette réhabilitation. La parole à Monsieur Jean-Claude Richard. Monsieur le maire, messieurs les présidents, mesdames, messieurs, madame le maire de Montferrier, mesdames, messieurs, chers amis, j'ai une lourde responsabilité de vous exposer des événements qui évidemment ont touché Grabel au lieu-dit Bel-Air, mais qui ont touché l'ensemble de notre région, en fait depuis Rodez jusqu'à Montferrier et de Montferrier jusqu'en Ardèche. Donc il n'est pas possible ici de vous donner tous les détails de cette équipée de la colonne dite de Rodez. Je résumerai très rapidement l'essentiel. Dans quelques semaines, je pense, un document écrit sera disponible. Il sera certainement disponible aussi en mairie, si monsieur le maire le veut bien, et vous y trouverez tous les détails et toutes les justifications scientifiques. Alors d'abord, la colonne de Rodez. Qu'est-ce que c'est que la colonne de Rodez? C'est une colonne qui se forme à partir du 17-18 août 1944 à Rodez pour obéir aux ordres de Hitler, qui avait demandé à toutes les troupes qui se trouvaient dans le sud-ouest de la France de regagner la vallée du Rhône et bien sûr l'est de la France pour s'opposer en vallée du Rhône à l'avancée de la première armée française. Vous le savez, le débarquement avait eu lieu le 15 août en Provence avec le maréchal général de Lattre de Tassigny, et d'autre part, évidemment, pour s'opposer aussi à l'est à la progression des troupes qui avaient débarqué au mois de juin en Normandie. Parce que contrairement peut-être à ce qu'on peut croire, il ne faut surtout pas penser que le débarquement du 8 juin en côte de Normandie, sur la Normandie, s'est traduit immédiatement par la présence des Alliés sur tout le territoire du nord de la France et jusqu'à Strasbourg. Il a fallu des mois, et au mois d'août 1944, par-dessus le marché, la guerre n'était pas finie. La guerre ne se finit qu'au mois de mai 1945. Et vous savez fort bien qu'il y aurait pu se passer des événements tout à fait différents de ce qui s'est passé. Donc cette colonne part de Rodez et va tout au long de son itinéraire récupérer les troupes allemandes qui stationnent dans des villes, dans des villages ou dans des camps. Cette colonne est une colonne importante puisqu'elle va réunir des blindés, des hommes évidemment, l'équipage, et surtout à partir du passage sur le plateau du Larzac à Millau, elle va récupérer un régiment de la FLAC. La FLAC, c'est une unité de défense anti-aérienne. Donc cette colonne, c'est pas du tout, comme on l'a vu parfois à Montpellier passer aux mêmes dates, des gens qui circulent avec des charrettes ou des vélos, etc., et qui donnent l'impression d'être en retraite, sinon battus. Pas du tout. Là, ce sont des militaires, et parmi eux, en plus, il y a un régiment, une brigade, si vous voulez, de gens qui venaient d'Azerbaïdjan, puisque vous savez que les Allemands récupéraient dans leurs unités des peuples venus de pays qu'ils avaient soumis ou qui avaient collaboré avec eux. Donc cette colonne descend, je ne vais pas vous faire l'histoire de cette colonne tout au long, en tout cas elle se traduit par des pillages, comme l'a dit tout à l'heure le premier orateur, elle se traduit aussi par des meurtres, et les meurtres sont dus au fait que les civils qui se trouvent en bordure des routes où passe la colonne allemande ont en général peur, on peut les comprendre bien sûr, et s'enfuient. Or, ils sont en civil et ils s'enfuient, donc les militaires qui sont sur des véhicules militaires, voyant sur les bords des routes des civils s'enfuir, réagissent immédiatement, ajustent et tuent. Donc tout au long de Rodez jusqu'à Grabel et au-delà, les Allemands de cette colonne vont abattre toute une série de gens qui nécessairement
ne s'opposaient pas à eux, en tout cas ne s'opposaient pas nécessairement à eux avec des armes, c'est-à-dire c'était des civils. Donc nous arrivons après Montarnot, où à Montarnot il va y avoir plusieurs personnes qui seront exécutées. Je rappelle les noms: Belot, Digelman, Paroutel, Sauvant, Roucher, qui figurent d'ailleurs sur une plaque à l'entrée de Montarnot et qui vont être, je crois, célébrés tout à l'heure par la mairie et les habitants de Montarnot. Et cette colonne arrive justement à ce carrefour que vous connaissez, toujours dangereux pour ceux qui passent en voiture, qui devrait prochainement être aménagé. Et à ce carrefour, évidemment, la colonne qui venait du nord, et nord direction le sud, va tourner à gauche pour venir vers Grabel. Et à ce moment-là, à Montpellier, on apprend que des membres de cette colonne ont décidé de se rendre aux troupes françaises. Et donc part de Montpellier une équipe de militaires, dont les noms vont être dits dans quelques instants, et cette équipe de militaires part de la préfecture de Montpellier et va à Grabel, là au croisement que vous connaissez, pour rencontrer ceux qui ont prétendu vouloir se rendre aux autorités françaises. Et comme toujours chez les militaires, et je crois qu'il va y avoir aussi des militaires ici de carrière, ou en tout cas de tempérament militaire, vous savez que les militaires n'acceptent pas de se rendre à des civils, les militaires se rendent à des militaires. Et donc les Allemands ont demandé à pouvoir discuter avec des officiers, et donc s'ils se rendent, ils se rendront à des officiers français, et non pas à des civils. Et c'est là d'ailleurs que les choses vont mal se passer, parce qu'à partir de ce moment-là, il y a une discussion entre la délégation délégation officielle qui vient de Montpellier, pour discuter de cette reddition possible, et les Allemands. Et en particulier, il y a un officier allemand qui s'aperçoit que M. Delranc, André Delranc, qui figure, vous le verrez tout à l'heure, en tête de la plaque, André Delranc était en uniforme militaire, mais portait en plus sur le bras gauche un brassard FFI avec la croix de Lorraine. Donc les Allemands s'estiment trahis en disant « vous n'avez pas accepté ce que nous demandions, c'est-à-dire que ce soit uniquement des officiers qui viennent discuter avec nous ». Et l'officier allemand va sortir son revolver et va tirer sur le chauffeur qui conduisait la voiture qui avait amené cette délégation à cet endroit et le blesser grièvement. Mais celui qui dirigeait la délégation et qui est le commandant Elie, qui était connu sous le nom de 40 pendant la guerre, la résistance, cet officier-là avait eu la sagesse, je pense, de croire qu'il pouvait y avoir des difficultés. Il avait 2 revolvers, les Allemands lui en ont enlevé un, mais il en avait un autre caché dans sa chemise. Et donc cet officier, le commandant Elie, sort son revolver et abat le capitaine allemand. Donc il y a un événement grave, puisqu'un officier allemand nazi par-dessus le marché, un SS, est abattu par un officier français. Et à ce moment-là, les Français comprennent que les Allemands, qui étaient en nombre, vont les exécuter. Et effectivement, c'est ce qui se passe, et donc la délégation, si j'ose dire, allemande, va s'armer avec ses armes et va abattre donc le lieutenant Delranc. Monsieur Kuhn, c'était un interprète de la préfecture qui était d'origine alsacienne et qui servait de liaison, évidemment, et de traduction entre la préfecture et les autorités allemandes. Il y a le sergent Pallier, et il y a quelqu'un dont nous avons retrouvé très récemment l'origine, un adjudant-chef qui s'appelle Daverdis. Les 4 noms que je viens de vous citer sont sur la plaque, vous pourrez les lire tout à l'heure. Et ces 4 personnes sont donc abattues par les Allemands de manière, d'après ce que dit le rapport du commandant Elie, qui avait pu, avec 2 autres militaires, quitter les lieux précipitamment, vous vous en doutez, les corps ont été affreusement mutilés. Les choses, si je peux vous dire, auraient pu en rester là, ce qui était déjà terrible, mais les Allemands ont l'impression qu'ils sont tombés dans un guet-apens. Et ils regardent de là où ils sont, et évidemment ils se voient très bien, il y a le château Paulhan de Bel-Air. Et donc ils pensent que dans le château de Paulhan de Bel-Air, il peut y avoir des gens qui se sont mis à l'abri, refusés, et qui vont leur faire les attaquer. Et donc à ce moment-là, ils s'approchent du château. Dans le château, il y avait le personnel
disons, de travail agricole, et il y avait Madame Paulan et ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Les hommes Paulan de cette époque-là n'étaient pas à cet endroit-là. Et les Allemands enferment dans la remise le personnel agricole, la grand-mère et les petits-enfants. Ferment à clé, et pendant ce temps, comme ils en avaient souvent l'habitude, avec des lance-flammes, ils commencent à mettre le feu au château. Un lance-flamme, c'est un instrument de guerre extrêmement dangereux et qui a des effets tout à fait considérables et désastreux. Heureusement, le fils d'un des ouvriers agricoles a la bonne idée de monter sur les épaules de son père, d'accéder à un soupirail, de sortir par le soupirail, de faire le tour de la remise, qui est toujours là, vous pouvez la voir sur place. Et il fait le tour de la remise, il arrive à la porte d'entrée de la remise, les Allemands avaient fermé à clé, bien entendu, la porte de la remise, mais avaient laissé la clé sur la porte. Ce qui fait que ce jeune garçon a eu la bonne idée, évidemment, d'ouvrir la porte, et tous ceux qui étaient dedans ont heureusement pu partir. Sinon, on est à peu près sûr qu'ils auraient brûlé dans la chute générale de cet édifice. Donc, si vous voulez, à cet endroit, il faut aussi rappeler que d'autres personnes ont été abattues. Il y a le jeune Belot, qui est quelqu'un de Montarnot, qui va être célébré certainement ce soir, et qui a une petite stèle là sur la route de Grabel, qui était à vélo, qui normalement rentrait chez lui, qui a été abattu. Et puis il y a celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, M. Daverdis. M. Daverdis, on avait essayé partout de retrouver ce monsieur, y compris à Grabel et dans les registres de Grabel. Nous n'avions rien trouvé, et nous sommes parvenus à savoir de qui il s'agissait. Ce monsieur, en fait, c'est un Belge d'origine qui était à Saint-Paul-et-Valmaille et qui était le responsable d'une section de travailleurs indochinois. Vous savez que, à la suite, après le début de la guerre, les Indochinois n'ont pas été autorisés à repartir en Indochine. Ceux qui étaient en France, ils sont restés là, et donc ils ont constitué des brigades de travailleurs indochinois qui étaient mis à disposition des collectivités ou même de particuliers pour exercer des travaux. Et donc ce monsieur Daverdis était à Saint-Paul-et-Valmaille, mais il était venu entre Montarnot et Bel-Air parce qu'il était venu avec des Indochinois dont les noms sont connus, qui sont connus à Montarnot, c'est la spécialité des Indochinois, qui faisaient de la recherche de sauterelles pour manger. C'est une spécialité, bon, ça c'est leur habitude. Nous, on n'y est peut-être pas du tout habitués à ce genre de mets, mais en tout cas, ils le faisaient. Et donc, ils se trouvaient autour de Grabel, disons de Bel-Air, et ils se trouvaient avec deux Indochinois. Et les Allemands ont abattu les deux Indochinois. Donc, vous voyez, cette colonne allemande, c'est une colonne qui n'hésite pas et qui, tout au long de son itinéraire, n'a pas, à chaque fois que des civils pouvaient constituer pour elle, la colonne allemande, un danger supposé, immédiatement, évidemment, ils fusillaient ces gens-là. Et d'ailleurs, c'est cette même colonne qui va continuer à Montferrier et qui va être l'objet d'une attaque dite de Montferrier, où là, à ce moment-là, la ville de Montpellier avait envoyé des militaires, un régiment malgache, plus aussi des gens des maquis venant de Montpellier ou venant de Celle-Neuve, et qui ont évidemment attaqué, mais là, c'était si vous voulez, le bout, la fin de la colonne. Ils sont quand même battus, ils ont abattu beaucoup d'Allemands, et cette colonne allemande a continué. Et elle a continué parce que pour elle, l'ordre avait été donné, je vous l'ai dit tout à l'heure, de rejoindre la vallée du Rhône. Donc cette colonne a continué. Elle a été l'objet aussi d'attaques dans le Gard, en particulier à Tornac, où elle a été attaquée par l'aviation alliée, et elle a terminé en Ardèche, où les maquis, ne voulant pas prendre la vallée du Rhône pour remonter jusqu'à Lyon, cette colonne avait décidé de remonter par l'Ardèche, par les routes de l'Ardèche, et donc en Ardèche même, elle a été attaquée de manière assez considérable, et la colonne a été réduite, et tous les Allemands ont été faits prisonniers. Donc, si vous voulez, la justice immanente s'était prononcée. La conclusion pour nous aujourd'hui, je suis prêt, si vous le souhaitez, à répondre à quelques questions, parce que vous avez vu que j'ai
rapidement résumer ce qui s'était passé. Pour nous, aujourd'hui, ce qui est important, c'est que ces monuments, j'allais presque dire, la plupart sont des monuments ruraux, ils marquent le long des itinéraires des gens qui ont été victimes, soit parce qu'ils s'étaient opposés, parce qu'il y en a qui se sont opposés avec des armes au passage des Allemands, soit parce qu'ils ont simplement été victimes, parce qu'ils étaient là, le mauvaise heure, mauvais endroit, mauvais jour. Et je crois qu'il est important qu'on en garde le souvenir. Ce ne sont pas des gens qui étaient partis dans une armée au front, mais sur place, en tout cas, c'était des gens qui avaient manifesté leur patriotisme. Et à une époque où les valeurs comme celle du patriotisme sont malheureusement, et encore très récemment dans une commune que vous connaissez, mis à mal, je crois qu'il est important que dans chacune des communes où ces événements se sont passés, au moins il y ait un certain temps pour rendre hommage à ces personnes-là. Au dévoilement de la stèle, donc d'abord en commençant par cette stèle était installée sur l'un des murs qui est constitutif du hameau de Bel-Air, et elle s'est dégradée. Et donc nous avons, après de multiples démarches, pu obtenir le fait de pouvoir enlever cette stèle. Sur la partie gauche, quand vous viendrez ici, vous verrez la stèle d'origine qui est en partie brisée. Et il nous faut un certain temps, il n'est pas question de la jeter, on va la conserver spécifiquement. Et on a mis au point une nouvelle stèle qu'on va dévoiler tout à l'heure, qui sera installée au quartier de Bel-Air lorsque les travaux programmés pour l'année 2021-2022 dans le programme d'investissement de la métropole visent à refaire entièrement le carrefour hyper dangereux que vous connaissez, qui se trouve au hameau de Bel-Air. Et lorsque ces travaux seront finis, eh bien, nous installerons cette stèle là-haut et nous ferons cette manifestation au hameau de Bel-Air. Voilà. Et ça sera encore un moment, et j'espère que vous serez tous présents pour ce jour, lorsque nous ferons ça au hameau de Bel-Air. En attendant, cette stèle va rester dans la mairie, bien exposée dans le hall de la mairie, pour que tout le monde puisse en prendre connaissance lorsqu'ils viennent dans le hall de la mairie. Moi, je vous dirai juste quelques mots, simplement pour vous dire que c'est une action qu'on mène avec nos amis depuis des années, et je remercie beaucoup M. Richard de nous avoir amené sa compétence historique pour intégrer cela et faire qu'on puisse arriver à cet objectif d'avoir cette manifestation chaque année, qui nous permet de rendre hommage d'abord à tous ceux qui se sont mobilisés à l'époque et qui ont donné leur vie pour la défense de notre patrie, pour la défense des valeurs de notre patrie, et qui l'ont fait parfois au détour d'un chemin sans que cela ait été programmé dans un combat organisé. Mais en même temps, rendre hommage à ceux qui, au cœur de la nuit des années 41-42, où l'avenir ne semblait ne pas se dégager. N'oublions pas que en 1900, disons le tournant de la guerre, c'est novembre 42, avec la victoire des Russes à Stalingrad, après des millions de morts, et qu'à ce moment-là, une petite lueur d'espoir se dégageait. Eh bien, avant, alors que le seul pays d'Europe qui résistait à la barbarie nazie était l'Angleterre, il y avait en France des femmes et des hommes, n'oublions pas les femmes, des femmes et des hommes qui avaient décidé de résister, qui avaient décidé de nouer des liens pour faire que l'on prépare l'avenir. Et au cours même de leur combat, ils ont manifesté un attachement à la République et à la patrie absolument exemplaire, et sans ces éclaireurs, il n'y aurait pas eu ceux qui se sont mobilisés en 1944 pour libérer une à une les villes. Personnellement, je suis né 3 ans après, mais pour des raisons personnelles, quand j'étais petit, eh bien, on m'obligeait à venir tous les 24 août, donc à la manifestation de la mémoire de la libération de Grenoble, la ville où je suis né. Et donc, ça fait partie, et toutes les villes qui sont autour d'ailleurs, au fur et à mesure qu'elles ont été libérées, aucune d'entre elles, disons, n'a
arrêter cette manifestation. Donc je suis très heureux que Grabel puisse ainsi rejoindre la grande chaîne de toutes les communes qui décident de montrer que face à la barbarie, il y a des moments où la résistance prépare l'avenir. Et vous avez fait allusion, Monsieur Richard, dans votre discours, à l'horreur qui s'est passée il y a quelques jours dans la ville martyre d'Oradour-sur-Glane, où a été bafouée la mémoire de ce village martyr. Cela signifie que les forces de la barbarie, même si elles sont plus discrètes, n'ont pas disparu. Et que donc la conscience de chacun, quelles que soient ses convictions philosophiques, religieuses, politiques, la conscience de chacun dans l'une et même république qui nous rassemble, doit faire front pour faire que cette barbarie ne retrouve pas sa place parmi nous. Voilà. Vive la République, vive Grabel.